Et bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue sur ce live qu'on va partager avec Anaïs Braque, qui est psychothérapeute. Et je suis ravie d'être avec elle ce soir. Et on va parler du couple, de la relation de couple et du stage qu'elle organise donc au mois de février. Et elle va nous en dire plus par rapport à ce stage et différentes techniques pour vous faire aller bien. Donc, je te laisse la parole, ma petite Anaïs. Bonsoir Valérie, bonsoir, merci pour ce bel échange déjà qu'on va avoir toutes les deux. Donc je m'appelle Anaïs Braque et je suis psychothérapeute depuis plus de 20 ans, ça fait à peu près 25 ans, peut-être même un peu plus, voilà, que j'ai entamé et terminé des études et un travail personnel très long qui parfois reprend encore des petites piqûres de rappel. Oui. Et voilà, et donc ce travail thérapeutique, je me suis formée avec plein de gens différents, voilà, qui ont chacun laissé en moi une empreinte particulière et qui fait que aujourd'hui, mon travail a une couleur effectivement qui m'est très personnelle. Pour pouvoir faire vivre tout ce travail thérapeutique, j'ai choisi non seulement le travail en cabinet, donc puisque j'ai un cabinet à Cadenet où je reçois donc des gens en individuel et en couple. J'ai aussi voulu expérimenter le travail thérapeutique sous forme de stage. Voilà, parce que sous forme de stage, on est réunis sur plusieurs jours, parfois 2 jours, parfois 3 jours, parfois 4. Et là, il se passe des choses qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus, voilà, qui nous font avancer en fait beaucoup plus vite que dans des séances, voilà, où on est finalement, on se rencontre pendant 1 heure et demie. Voilà. Donc c'est pour ça l'objectif de mes stages, de mes séjours. Donc voilà. Et donc là, j'organise un séjour pour couple parce que dans tout ce travail thérapeutique, il y a une dimension qui m'intéresse plus qu'une autre, c'est celle du couple. Voilà, je trouve qu'avec le couple, eh bien, on va pouvoir avoir grande matière à travailler. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est comme, je crois qu'avec la relation des enfants, c'est vraiment les 2 types de relations qui sont les plus impactantes pour nous, les plus nourrissantes, qui nous donnent le plus de joie et qui nous donnent également le plus de souffrance et de fil à retordre. Donc, l'expérience du couple, c'est vraiment une expérience qui permet d'aller chercher dans ses blessures, d'aller chercher le meilleur de soi, d'aller se remettre dans son axe pour savoir où on en est, où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on a envie de continuer avec la personne que l'on a choisie. Voilà, donc c'est beaucoup de remise en question et c'est d'une grande richesse. Ouais, justement, à propos de ça, quand on s'est entretenu avant la préparation de cette conférence, tu m'as dit qu'il fallait, ta phrase clé, c'était se relier par la peau et se toucher par les mots. Dans ce séjour réservé au couple, c'est qu'ils puissent apprendre déjà apprendre ou réapprendre à se toucher. Parce que quand on est au début de la relation, tout est merveilleux, on est beaucoup dans le câlin, dans le toucher, dans le kinesthésique, et ça marche plutôt bien de ce côté-là. Et puis le temps passe, et petit à petit on oublie que le toucher, c'est aussi une façon de dire à l'autre « je t'aime ». Et quelque part, certains couples ne se sont plus touchés depuis des mois, voire des années. Et de se retrouver à devoir se toucher à nouveau par des pratiques très basiques, hein, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans ce stage, pour certains, n'ont jamais massé auparavant. Et bien entendu, ça ne requiert aucune compétence de ce côté-là, puisque je suis là pour leur apprendre. Alors, je vais leur apprendre des fondements d'un massage tendresse, c'est-à-dire un massage dans la bienveillance, un massage dans la tendresse, dans l'amour, et qui va permettre de se reconnecter donc par la peau. Et donc, se reconnectant par la peau, on reconnecte également le cœur. Voilà.
Et puis, l'autre partie du séjour concerne la communication. Alors, pourquoi j'ai choisi la communication? Parce que je pense qu'avec le toucher, la parole, c'est un élément qui est essentiel dans le couple et qui est souvent très mal utilisé, voire pas utilisé du tout. Au début, quand tout est, tu sais, quand tout est rose, quand on a démarré la relation, on est très enclin à se parler, à se murmurer des choses, à se dévoiler, à dire qui on est, à dire qu'est-ce qu'on attend de l'autre, où est-ce qu'on a envie d'aller, tu vois, de définir des objectifs. Faire des briefings, en fait, des briefings d'amour, on peut dire. On n'en fait pas assez souvent, hein, finalement. On ne le fait pas assez souvent, absolument. Et comme tu le dis justement, on ne le fait pas assez souvent à tel point que, au bout d'un moment, quand on a perdu un petit peu de cette flamme du début, eh bien, on se retrouve à moins communiquer. Et en fait, communiquer, c'est pas du tout inné. On n'a pas appris non plus aux parents à communiquer avec leurs enfants. Donc finalement, on se retrouve à être quelque part des infirmes de cette communication, à savoir que la communication, c'est de pouvoir mettre en commun. C'est savoir écouter et c'est savoir parler. Et la plupart d'entre nous ne savons pas comment démarrer nos phrases, comment nous exprimer en positionnant notre je, voilà, je te dis ceci, je ressens cela, et que en fait l'autre ne sait pas non plus comment écouter. Voilà, parce que l'écoute, ça requiert quand même des facultés. Ça demande de se poser à un moment, voilà, d'être en face de l'autre et de dire ok, je suis ouvert pour pouvoir écouter et entendre ce que tu as à me dire. Donc il y a un espace très particulier à créer pour qu'il puisse y avoir un échange qui soit nourrissant et qui puisse venir, ben voilà, engendrer des solutions, parce que s'il y a un besoin de poser des problèmes, c'est que quelque part on cherche des solutions avec soi-même. Parce que le couple, c'est quand même d'abord et avant tout l'histoire de deux personnes. Ce sont deux entités entières. C'est du 100% moi et du 100% et donc il va falloir que je reste 100% moi, que tu restes 100% toi et que nous fassions avec nos 100% à tous les deux, parce que c'est un drôle de calcul, mais ce 100% plus ce 100%, ça fait juste encore 100%. Mais 100% de quelque chose de neuf, d'une autre entité, c'est-à-dire d'un nouveau lien. Voilà. Ouais. Et il faut savoir nourrir ce lien en communiquant, en parlant, en exprimant, en osant montrer qui on est, en osant montrer notre authenticité. Mais il y a une façon de le faire. Parce que c'est pas en coupant la parole à l'autre, c'est pas en lui disant ouais tu comprends rien, tu sais pas qui je suis. Ben, non, je sais pas qui tu es. Explique-toi, qui es-tu? Il y a vraiment une façon d'amener les choses. Moi, je crois qu'on peut dire beaucoup de choses, mais qu'il y a une façon de les dire. Donc, la communication, la communication relationnelle, je l'ai apprise avec Jacques Salomé. Donc, je suis très, très influencée par le travail de Jacques Salomé, qui est quand même un travail très conséquent et qui est un travail extrêmement riche, puisqu'en fait, cette communication, il a cherché à la proposer sur différents plans de notre vie, aussi bien au niveau de l'école, au niveau du travail, qu'au niveau du couple, qu'avec les enfants. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter toute cette méthode et de pouvoir la proposer aujourd'hui donc à tous ceux qui viennent me faire confiance donc dans mon cabinet, c'est-à-dire qui viennent en situation individuelle ou avec les couples et avec les couples en stage aussi. Voilà. Donc cette communication relationnelle de Jacques Salomé, j'ai souhaité y donner forcément mon empreinte, hein, puisque forcément, après tant d'années de boulot, forcément, on transforme les choses avec qui on est. Et je l'ai appelé la communication bienveillante. Voilà. Donc, apprendre à se poser, à se dire et à surtout rester authentique. C'est quand même ciblé par rapport à des périodes de la vie d'un couple. Souvent, c'est après les prémices du début où tout est beau, tout est rose, et puis qu'après... malheureusement, il y a des incompréhensions qui s'installent. Et aussi la phase après bébé, et puis aussi la phase quand les enfants partent de la maison. Donc c'est vrai que c'est souvent trois périodes dans la vie d'un couple qui sont assez charnières et ça passe ou ça casse.
Donc, par rapport à ça, est-ce que tu t'es rendu compte que justement, c'était plus souvent la demande, c'était à ce moment-là de leur vie de couple ou pas? Oui, alors la plus grande demande, effectivement, c'est surtout au moment où les enfants s'en vont de la maison. Où là, Oui. tout d'un coup, le couple, après avoir vécu pendant une vingtaine d'années, tu vois, dans une cellule familiale, va se retrouver quelque part orphelin de ses enfants. Après avoir donné beaucoup d'énergie pour faire grandir ses enfants, voilà, ses enfants s'en vont. Et là, on se retrouve à nouveau à deux. Et c'est là qu'on se rend compte que, tiens, pendant 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, on n'a pas vraiment pris soin de nous, on n'a pas vraiment pris soin du deux, on n'a pas vraiment pris soin de ce qu'était notre relation, de savoir où est-ce qu'on voulait la mener, comment est-ce qu'on l'a nourrie, qu'est-ce qu'on a mis dans le lien. Et là, on se rend compte que il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque et que malgré tout, on a envie de continuer ou pas. Mais on a envie de continuer et on se dit comment on va continuer pour finalement continuer parce que continuer c'est une chose, mais l'idée c'est pas de continuer dans la survie, pas continuer dans la souffrance, c'est de continuer dans le plaisir, dans la joie. Parce que je veux dire, pour moi, si le couple n'est pas synonyme de joie, de plaisir à partager, de projets à avoir ensemble, autant rester tout seul. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. et il y a des fois, en couple, on croit qu'on est sur la même longueur d'onde. On croit que tout est fluide, et puis finalement, c'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que dans la communication, il y en a un qui va parler avec sa tête et qui va avoir de l'autre côté une réponse avec l'aspect émotionnel, avec le cœur. Et en fait, ça peut pas marcher. Donc souvent, on se retrouve avec des décalages dans la communication. Et c'est très ennuyeux parce que ça crée des frustrations. Parce que moi, si je parle avec mon cœur, si je dis quelque chose avec mon cœur, donc déjà, je prends un risque de parler avec mon cœur, je prends un risque parce que je me dévoile, parce que je me montre dans toute ma sensibilité, dans toute ma vulnérabilité. Et puis l'autre, il me répond avec sa tête. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de lui mettre 3 claques. Parce qu'on n'est pas en Mais parce qu'en fait, voilà, il y en a un qui a reçu avec cet étage de la tête, or que l'autre parlait avec l'étage du cœur. Donc, savoir communiquer, c'est savoir se mettre sur le même diapason. Donc je te disais, voilà, donc ça, c'est vraiment une période, une transition, un virage qu'il faut vraiment bien amorcer. Et souvent, on se retrouve un peu, quand on est en couple, bec dans l'eau et tout d'un coup choqué par le départ du petit, du dernier, et se retrouver, mince, mais on va être à deux. Et là, qu'est-ce qu'on va se dire? Donc, si on n'a pas amorcé ça avant, Ouais. et des fois, ça fait mal. Voilà. Mais ce que je trouverais super chouette, et c'est de plus en plus le cas, c'est que des couples qui démarrent, voilà, qui vont démarrer leur vie, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, peu importe. De toute façon, le moment donné, le couple prend le jour 1. Et c'est que dès le début de la relation, ils se disent, mais ça vaut la peine qu'on fasse quelque chose pour que on ait des bases pour savoir se parler, savoir s'entendre, pouvoir communiquer, pour pouvoir pour construire sur quelque chose de solide. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial quand tu as des jeunes couples qui arrivent, des jeunes couples même s'ils sont âgés, qui arrivent et qui disent, voilà, nous on a envie d'être là parce qu'on a envie de bâtir sur du solide, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de refaire les erreurs qu'on a pu faire avant. Ouais. Donc il y a des gens qui arrivent là et ça c'est très chouette. Et puis il y a une autre étape, c'est l'étape de quand l'enfant paraît. Voilà, quand l'enfant arrive et que voilà, c'est toute une période de vie qui est toute nouvelle. Comment est-ce qu'on va aborder la chose? Donc, je sais qu'on a plusieurs casquettes. On a la casquette de la femme professionnelle. Hein. Toi, tu es coach. Moi, je suis thérapeute. Mais en même temps, je suis pas que thérapeute. Quand je rentre à la maison, je peux être une maman aussi. Et puis, quand je suis avec mon compagnon et qu'on va manger au resto tous les deux, je suis la compagne, la femme. Et avoir la casquette de maman ou de père ou de papa, c'est quelque chose de très nouveau qui s'apprend. Donc, il faut savoir bien amorcer aussi ce virage
pour que la nouvelle maman ne reste pas qu'une maman et qu'elle entende aussi que en face d'elle, il y a un nouveau papa, mais qu'en même temps, ce papa a aussi une casquette d'homme et qu'il a besoin d'être nourri dans ce lien d'homme et qu'il faut savoir nourrir l'homme et la femme. Du D'où coup, l'importance de communiquer énormément, quoi. la communication, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et elle fait tellement défaut. Elle fait tellement défaut. En plus, dans cette phase-là, enfin moi j'ai le souvenir, c'est des nuits à passer avec bébé, donc on est plus fatigué, on est plus sensible, on est plus vulnérable. Au niveau du corps, le corps s'est modifié parce que ben il y a eu une prise de poids, on n'a pas la même vision de soi, donc du coup on perd un peu confiance en soi et du coup on a des fois des comportements qui écartent l'autre plutôt qu'ils le rapprochent, quoi. Une Absolument. espèce de forme de constat qui, tu prends pas parti de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, tu les aides de quelle manière à communiquer, du coup? Alors, l'idée déjà, c'est de communiquer dans un espace de cœur. Si le cœur n'est pas présent, s'il n'y a pas une volonté des deux personnes d'être dans cette communication et de faire le mieux qu'il peut, eh bien, on a déjà perdu une grande partie du bénéfice de l'entretien. Donc moi, je viens effectivement comme un réceptacle pour recevoir, pour faire en fait le lien et puis peut-être transformer la parole disons, accompagner la parole de celui qui souffre. Par exemple, si c'est elle qui parle, eh bien, c'est de pouvoir reformuler pour faire en sorte que ce qu'elle vient de dire passe comme un message qui soit audible et qui soit entendable par rapport au cœur de l'autre, c'est-à-dire à son compagnon qui est en face. Donc moi, je viens un peu je viens pour accompagner, pour transformer, et puis pour inviter par exemple celui qui parle, donc par exemple elle, on a décidé que ce serait elle qui parle, de reformuler sa phrase, de lui expliquer, voilà, quand tu parles de cette façon-là, il peut pas t'entendre. Parce que tu commences ta phrase par tu, parce que tu commences ta phrase par une plainte, parce que tu commences par une négation. Est-ce que tu peux juste rebrancher le focus sur toi, sur ton émotion à toi, et de dire qu'est-ce que tu vis? Et voilà comment tu pourrais le dire. Et de pouvoir proposer à l'autre de recevoir la parole. Et d'aider l'autre à où est-ce qu'il va la recevoir? Est-ce qu'il va la recevoir mentalement? Est-ce qu'il va la recevoir au niveau de son cœur? Et de peut-être lui faire des propositions pour lui montrer, bah, regarde, elle parle avec son cœur. Est-ce que tu peux écouter avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête, plutôt qu'avec ton cerveau? Voilà. Donc c'est vraiment voilà, de première instance à travailler, tu vois, sur ces pôles. Comment je parle, comment c'est reçu, et voilà. Et tout ça transite par moi. Donc après, pour faire en sorte que les couples soient complètement autonomes. Parce qu'en fait, dans tout mon travail, que ce soit en travail de psychothérapie ou en travail de nutrition, mon travail, c'est toujours de faire en sorte que l'autre devienne autonome et qu'il se gère. Voilà. Mais pour pouvoir être autonome, pour pouvoir se gérer, à un moment donné, il faut apprendre. Et on n'apprend pas tout. L'école ne nous apprend pas à communiquer. L'école nous apprend à être formaté, à penser d'une certaine façon, à nous asseoir de cette façon-là, à pas bouger, à nous taire et à parler comme ça au prof, pendant que le prof parle mal à l'enfant. Voilà. Le référent parle mal à l'enfant. Comment peut-il espérer que l'enfant puisse s'élever jusqu'à lui et ait envie de l'estimer si l'enfant reçoit des paroles qui sont blessantes, dégradantes? Enfin, c'est hallucinant. Après, c'est la mauvaise communication, parce que des fois, c'est vrai que l'enfant peut avoir aussi une violence verbale vis-à-vis du prof, donc du coup, après, c'est un cercle vicieux, comme ça se passe au niveau du couple. Absolument. Exactement. La communication, de toute façon, à chaque fois, c'est la même, simplement, elle nous prend plus les tripes quand il s'agit de parler avec nos enfants et avec notre partenaire que quand il s'agit effectivement de l'école ou peut-être du travail. Quoique, il y a des fois, ça prend des formes super intenses. Donc oui, je disais, en allant sur le site, vous allez voir le lieu de stage, mais écoute, c'est magnifique. Et c'est un espace qui nous cocoune en fait, qui est propice à
à se guérir, qui est propice à ce que l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme et la femme, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de discrimination, c'est en tout cas que les deux partenaires qui vont travailler pendant 2 fois 2 jours ou 1 fois 4 jours, hein, ça dépend des modules, mon idée à moi, c'est de les préserver. Quand on vient en couple, c'est déjà pas forcément une démarche qui est très facile. Elle est souvent plus facile pour la femme, qui a souvent tendance à être plus vigilante que l'homme. C'est des tendances, hein, c'est pas systématique, mais qui a souvent tendance à être plus vigilante sur la qualité de la relation du couple. Et qui souvent va venir tirer la sonnette d'alarme en disant mais attends, là ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de choses sympas à se dire, voilà. Donc la femme est souvent l'initiatrice de ce départ d'un travail sur soi, puisqu'on ne faut pas le cacher, hein. Le fait d'être dans un séminaire ou dans un stage comme celui-là, c'est un travail sur soi. Forcément, c'est un travail de dépassement de soi, où on va se mettre dans des situations un petit peu de vulnérabilité, d'inconfort, parce qu'on ne connaît pas. Donc, comme justement il y a cet inconfort et cette vulnérabilité qui est là à fleur de peau, eh bien, l'idée pour moi, c'est de protéger le couple. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne travaille que dans son duo, bien sûr. Donc moi, je veux vraiment cocooner le couple qui est là, et donc chaque duo travaille ensemble. Mais on profite ensemble quelque part de la dynamique du groupe qui est là, parce qu'il y a une énergie de groupe, parce qu'on se rencontre au moment des repas, parce qu'on se rend compte, parce qu'il y a des débriefings, parce que voilà, on parle un peu des exercices qui ont été faits. Et ce groupe, il est là pour soutenir. Et chacun se sent soutenu par la présence indirecte des autres. Voilà. On est tous ensemble dans la même situation et on se donne tous le meilleur de ce qu'on a à offrir. Et ça fait des choses absolument magnifiques. Moi, c'est vraiment un stage que j'adore animer. Parce qu'il se passe de très belles choses, et quand je vois les couples qui ressortent de là avec des étoiles dans les yeux, où tu sens vraiment qu'il y a une reconnexion au niveau du cœur, ça c'est une très belle récompense. Voilà. Ouais. Et par rapport aux couples donc qui participent à tes stages, je crois qu'au préalable, tu les vois quand même en entretien pour voir leur motivation aussi, parce que c'est intéressant de savoir ce qui les motive. Comment ça se passe? Alors, je les vois quand je les reçois en cabinet, je vois d'abord l'un et l'autre séparément. Voilà, pendant une 10 bonnes minutes, pour que chacun puisse poser vraiment là où il en est, hein, dans toute sa vérité, voilà, qui parfois est une vérité qui est difficile à dire. Et donc, moi, je peux accueillir ça. Donc, il y a déjà quelque chose de posé. Donc, l'un et l'autre vont, avant de commencer le premier entretien à 2, venir chacun me parler individuellement. Mais pour ce qui est des stages, il y a des gens qui viennent de loin, hein. Il y a des gens qui viennent de toute la France ou qui viennent parfois de l'étranger. Donc, je les ai au téléphone ou je les ai par Skype. Voilà. Il y a un entretien préalable parce que j'ai besoin de connaître la motivation de l'un et de l'autre. Voilà, de savoir où est-ce qu'ils en sont. S'il n'y en a pas un qui se sent quelque part forcé et qui a envie de dire un grand non et qui y va, voilà. Voilà. Non, c'est capoter le groupe et c'est pas vraiment. Il faut être deux, quoi. Il faut être deux, absolument. Même s'il y en a un dans les deux qui est plus investi que l'autre, mais ça c'est souvent comme ça. Mais ça c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est un vrai oui de chaque côté. Voilà. Donc il y a un entretien préalable qui me permet moi de ressentir aussi, et puis par rapport à des critères que je vais donner, de dire ok, on ouvre voilà cette possibilité d'inscription et vous êtes les bienvenus. Voilà. Mais en général, ça se passe super bien. Je trouve l'initiative magnifique et bénéfique, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai la chance d'être avec une personne qui communique énormément, donc je le souhaite vraiment à tout le monde, parce que ça facilite beaucoup la vie, et du coup de savoir respecter l'autre et de se remettre en question,
En fait, en tout cas, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'on ne change pas l'autre, on se change soi. Et on a beau vouloir des fois façonner l'autre, s'il n'est pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que le fait de faire ces stages, ça peut permettre justement de se reconnecter à pourquoi on est ensemble. Et le fait de savoir qu'au départ, ça a commencé par une étincelle, quoi. Enfin, normalement. Normalement, normalement, oui. Non, mais du coup, voilà, de raviver, tu sais, ça me fait penser au soufflet que tu utilises pour raviver la cheminée. Ben, ce souffle que tu vas ramener au couple grâce à ton stage, que tu vas amener vraiment et raviver cette flamme, moi je trouve que c'est magique. C'est Ouais. vraiment. Et de les voir, tu vois, de voir cette braise qui est entre eux et tout d'un coup de voir que paf, il y a comme quelques flammes qui. Mais en même temps, pour que la flamme elle prenne, il faut qu'il y ait des bûches, tu vois. Donc il faut avoir matière. Et la matière, elle va venir avec des bases d'une communication saine, d'une communication authentique, où on reste chacun qui on est. Et donc, apprendre à accueillir l'authenticité de l'autre. Voilà. Après, on peut dire que c'est difficile pour nous. Bien entendu, c'est toujours difficile quand l'autre nous renvoie des choses qui sont souffrantes, parce que finalement, l'autre, il vient réveiller des blessures qu'on a déjà. On n'a pas attendu de les avoir au moment de la rencontre. On avait déjà nos blessures. Nos blessures, en fait, elles ont démarré dès l'enfance. Et donc, le couple, et c'est ça qui est un super challenge, il vient réveiller nos blessures. Et si on accepte d'aller les regarder, si on accepte d'aller les transcender, si on accepte de donner son cœur pour pouvoir aller au-delà de la blessure et de la guérir, mais on a tout gagné. Et la plupart des couples qui n'arrivent pas, disons, à vivre, qui n'arrivent pas à construire quelque chose au-delà d'un certain temps, c'est parce qu'il y a des blessures qu'on n'a pas souhaitées ou qui ont été trop difficiles à guérir, et qui fait que cette blessure, finalement, elle est au centre du couple en permanence. Et que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça ravive la blessure de l'autre. Et c'est ingérable. C'est ingérable. Il y a des couples, je pense que la plupart des couples se séparent parce qu'effectivement, on ne sait pas communiquer, et parce qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui ont refusé d'aller travailler leurs blessures, et on reste quelque part dans l'enfant blessé, et on n'accepte pas de rentrer dans le monde de l'adulte, qui peut aussi être un monde très enrichissant, très beau et très nourrissant. Voilà, quand on a dépassé ces blessures et ces peurs, parce que si on ne va pas voir nos blessures, finalement, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on va trouver de l'autre côté, on a peur de souffrir à nouveau. Or qu'en fait, c'est en restant dans sa blessure qu'on souffre le plus. En allant de l'autre côté. Oui, quelque part, on nourrit cette blessure par d'autres blessures, et du coup, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Et il y a une super recette aussi, hein, c'est de mettre du fun aussi dans sa relation, parce que des fois, on n'est pas obligé non plus de chercher toujours à trouver des poux dans la tête de l'autre, et du coup de mettre un petit peu de fun et de rire. Et ça, souvent, ça... Wow. Moi, je trouve que le rire et le sexe dans une relation, ça la nourrit bien aussi. Hein, donc, avec toi. Bien d'accord. Tu as raison, mais c'est complètement ça. Par contre, il peut y avoir une relation sexuelle que s'il y a une communication qui est fluide. Ouais, bien sûr. Et souvent, il y a une disparité, c'est que la femme a besoin de mettre en mots, elle a besoin d'entendre aussi, tu vois, donc de verbaliser, tandis que l'homme a peut-être besoin d'un côté plus dans le toucher. Donc il se dit, bah, tiens, cette dispute-là, on va pouvoir la régler en faisant câlin, on va passer au lit en faisant un câlin. Mais pour la femme, ça marche pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réparation qui soit aussi au niveau du cœur par la mise en mots et le fait de rediscuter de ça. Alors après, parfois, le tort de la femme, c'est d'aller trop loin, justement, dans cette demande d'une réparation orale et communicative. Mais en même temps, s'il n'y a pas de communication possible, il ne peut pas y avoir de câlin, en fait,
Ouais, c'est en fait, c'est pas sur les mêmes voies, quoi. On a besoin d'être bien pour faire l'amour, pour faire l'acte d'amour ou pour aimer. Et eux, ils ont besoin de le faire pour être bien. Donc, du coup, on se retrouve pas du tout sur la même longueur d'onde. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que dans ce séjour, je propose du massage. Parce que quelque part, la femme, pas tout le temps, bien entendu, mais ça va lui demander, parce qu'elle est confrontée à la situation du stage, de se mettre dans le mouvement de toucher à nouveau. Ouais. Et elle va se rendre compte que finalement, toucher son homme d'une certaine façon, avec des mouvements très respectueux, avec des choses un petit peu codées. Au début, je donne des choses vraiment très basiques pour pouvoir partir sur une découverte qui soit facile à intégrer et facile à refaire à la maison, puisque l'idée, c'est de pouvoir recommencer à la maison quand on est tout seul et de pas jamais avoir besoin de revenir pour ça. Donc, de reconnecter par la peau cette possibilité de dire à l'autre, mais regarde, là, effectivement, par le massage, je peux amener quelque chose. Je peux te retrouver sur ce plan de la peau. Le massage n'amenant pas systématiquement à la sexualité. Mais ça peut être déjà un apéritif, ça peut déjà être un préambule qui peut amener à ça. Voilà, après, voilà, donc on va jouer entre cette communication et se toucher pour pouvoir retrouver ce lien et de savoir qu'effectivement, il y a la possibilité de rejoindre mon homme quand il a besoin d'être touché et que lui puisse rejoindre sa compagne quand elle a besoin de communiquer et de parler. Voilà. Et Marie-Claire nous dit, est-ce que l'on peut parler d'âme sœur? Qu'est-ce que tu penses de ta... Je pense que quand on commence un couple, on ne le commence jamais par hasard. On croit que c'est parce que il est beau, elle est belle, tiens, j'aime bien sa façon de bouger, j'aime bien sa façon de dire les choses, tiens, je le trouve intelligent quand il dit ça. Donc tout ça, c'est des choses conscientes. On se dit, ouais, je tombe amoureuse ou je tombe amoureux parce qu'il y a ça. C'est des choses conscientes. Mais tout le langage de l'inconscient, il est des dizaines de milliers de fois plus intense. Et je pense que quand on se réunit, quand on forme ce couple, ce n'est pas du tout un hasard et qu'en fait, on vient trouver l'autre parce que on a des choses à travailler. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, si on peut appeler ça une âme sœur, on va venir rechercher l'âme miroir qu'il nous faut à ce moment-là. Après, l'âme sœur... Même parfois qui peut guérir certaines blessures, presque... Complètement. Complètement, parce qu'il y a des couples qui viennent et qui, quand ils s'associent, quand ces deux personnes s'associent, il y a comme une réparation qui se fait. Voilà. Mais quelque part, c'est un choix d'âme. Alors, si on parle d'âme sœur, on peut dire effectivement, il y a un choix d'âme, je t'ai choisi et je te trouve aujourd'hui pour réparer ce que j'ai besoin de réparer. Il y a des couples qui sont en réparation et qui vont vivre toute leur vie une belle réparation et qui auront choisi un chemin de vie fait voilà de facilité, d'amour, de tendresse, d'évidence, tu vois. Et puis il y a des couples qui sont quand même, qui se sont choisis inconsciemment et qui sont choisis aussi d'âme à âme, mais qui viennent pour vivre autre chose, qui viennent pour réparer. Réparer, voilà, grâce à ce que l'autre me renvoie, est-ce que je peux réparer quelque chose? Oui, je peux réparer si je vais de mon côté travailler, si je mets de la conscience dedans, si je mets du cœur dedans, si effectivement... Est-ce que tu as... Des fois, on voit des personnes qui vivent en fait des situations, pas avec le même homme, mais qui se répètent en fait, qui reviennent systématiquement la même relation. Je pense par exemple aux des personnes qui sont attirées par des personnes qui sont plutôt dominantes, presque violentes. Ou comment tu l'expliques ça, que les personnes en fait sont toujours attirées par le même schéma? Comment ça... Souvent, ça part de la blessure de l'enfance. On a appris à aimer en regardant nos parents, ou en tout cas ceux qui nous ont élevés. Et donc, le fait d'avoir appris, ça nous a donné des références, ça nous a donné des points de repère qui ne sont pas forcément justes pour nous, mais qui sont ceux-là. Et donc, on va aller choisir
ben, un compagnon ou une compagne, un partenaire en tout cas, qui va venir nous permettre de revivre des situations comme celle-là. Et si on reste encore dans l'enfant blessé, et qu'on se dit, ben voilà, de toute façon, toi, tu me fais vivre à chaque fois la jalousie, je supporte pas ça, je m'en vais. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, je m'en vais, je supporte pas. Mais comme on n'a pas réparé notre blessure, et ben, de toute façon, la vie étant un maître, puisque le plus grand maître qu'on puisse avoir, c'est pas les maîtres hindouistes ou spirituels qu'on peut rencontrer ou qu'on peut lire, c'est la vie, à mon sens. Et donc, ben, la vie va venir nous représenter l'homme qui va à nouveau nous faire revivre des situations de jalousie qu'on a absolument voulu éviter dans une précédente rencontre et qu'on n'a pas souhaité travailler. Donc, tant qu'on ne travaille pas notre blessure, tant qu'on ne l'a pas transcendée, eh bien, on se retrouve dans la même situation. Voilà. Et parfois, eh ben, il y a des couples qui se séparent parce que justement, ils ont transcendé des blessures. Parce que justement, ils ont, grâce à l'autre, réussi à aller au-delà, à transformer et à être des personnes plus authentiques, plus en accord avec elles-mêmes. Et dans ce cas-là, il y a une séparation qui vient parce que quelque part, on se détourne parce que ça convient plus. Parce que ça convient plus, voilà. Alors c'est vrai qu'après il y a le quotidien. Hein. Le quotidien c'est aussi quand même un élément très perturbateur du couple parce que avec sa redondance, avec les mêmes histoires en permanence, et puis parce qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup de rire, comme tu l'as dit, beaucoup de bonne humeur pour pouvoir aller au-delà du quotidien. Travailler son féminin et masculin, puisque nous sommes tous faits d'une part féminine et une part masculine, hein, dans le yin, le yang, et du coup, le fait de se connaître sur ce plan-là, j'aimerais que tu m'en parles parce que tu m'en as très très bien parlé quand on s'est vu. Et je trouvais que c'était... Alors le féminin masculin, ben oui, ce yin, ce yang, hein, qu'il faut équilibrer. Alors il faut l'équilibrer déjà à l'intérieur de soi. Tout démarre déjà à l'intérieur de soi. Il faut équilibrer son féminin pour pouvoir avoir cette part la plus accueillante, la plus nourrissante, la plus à l'écoute possible de nous-mêmes déjà. Et puis notre masculin à l'intérieur de nous qui vient protéger notre féminin. C'est-à-dire également être dans l'action, de prendre des décisions. Mais voilà, si je suis une femme, de pouvoir faire tout cela avec le plus de rondeur possible, de plus de féminité possible. Et puis l'homme, il porte aussi cette énergie double en lui, cette polarité masculin, féminin, yin-yang. Et c'est à lui aussi de pouvoir développer cette part féminine, c'est-à-dire d'accueil, d'écoute, d'accepter de communiquer, de parler, d'entendre, de faire vivre cette part féminine pour que son masculin puisse s'exprimer dans le plus de douceur, de tendresse possible. Et voilà, donc on a ici deux entités, un féminin masculin, un masculin féminin, qui vont venir en face l'un de l'autre et qui vont venir se confronter. Et c'est ce qu'on travaille au tantra, dans le tantra. Donc la pratique du tantra que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années et donc qui permet voilà d'ajuster notre féminin masculin à l'intérieur et qui va nous permettre également d'ajuster le féminin masculin à l'extérieur. Voilà. Et donc l'idée est de pouvoir rencontrer ces polarités d'une façon la plus harmonieuse possible. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et le tantra, actuellement, les hommes développent plus leur féminité et les femmes développent plus leur masculinité. Je sais pas ce que tu en penses, si c'est une question de paradigme ou si c'est une question uniquement de sociétal. Mais je trouve que les choses s'inversent un petit peu. Donc, ouais, les choses s'inversent. Je crois qu'elles se sont inversées déjà pour la femme depuis un bon moment, parce qu'il me semble que la femme a développé un côté masculin en force, tu vois, comme une guerrière avec beaucoup d'agressivité. Et ça, elle l'a développé parce que s'est retrouvée dans peut-être, je vais pas l'excuser, mais dans des situations qui ont fait que elle a dû
prendre une certaine indépendance et que pour assumer cette indépendance, il a fallu qu'elle enrôle le rôle de l'homme et de la femme et qu'elle n'a peut-être pas su bien gérer cette possibilité d'être dans une énergie masculine sans forcément être au détriment de l'énergie féminine. Donc moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent des mecs et je le déplore énormément parce que même si on vit seul, même si on a la charge de nos enfants, même si on doit s'assumer seul, c'est un très beau challenge qui nous est offert, mais il faudrait vraiment pouvoir rester dans cette féminité. Par contre, ce que je trouve tout à fait honorable et très, très joyeux à regarder, c'est de voir que l'homme, de plus en plus, accepte d'aller dans cette féminité, dans la féminité qu'il porte en lui. Et cette féminité, ce qui lui permet justement d'être un peu plus à l'écoute de lui. Alors, ça ne veut pas dire se mettre à chouiner dès qu'il y a un souci, mais ça veut dire, voilà, être... gérer ses émotions et de justement vivre ses émotions, que ce soit de pleurs ou de rire. C'est ça, s'ouvrir à son émotion, s'ouvrir à son ressenti et de pouvoir l'exprimer, voilà, sans forcément oublier qu'il est aussi un homme et qu'il a aussi cette énergie masculine, c'est-à-dire de mettre en mouvement, de prendre des décisions, de faire ce qui est le mieux pour lui, pour sa famille, etc. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très joyeux de pouvoir constater cette ouverture de l'homme vers cette féminité, vers ce ressenti et de cette expression du ressenti. Voilà. Donc maintenant, j'aurais bien envie de dire aux femmes, mais cultivez votre féminité, cultivez votre douceur. N'oubliez pas de vous mettre en mouvement, mais cultivez ça. Ouais, non, c'est vrai que je crois que prendre conscience que justement cette part féminine, cette douceur, on peut l'accepter même si des fois on a du mal et c'est pas le fait d'être couillu, comme je dis, qui va changer les choses, parce que des fois on a beaucoup plus d'intuition. Quand on développe son féminin, on va développer une intuition, des choses qui t'arrivent que peut-être que si tu avais des messages qui nous sont donnés. Ouais. Bien sûr, ça n'empêche pas quand on rentre, de se retrouver dans cette féminité, dans cette grâce qui nous a été donnée. C'est tellement beau d'être une femme. Ouais. C'est tellement. Moi, je donnerais ma place pour rien au monde. Là, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et donc, comme je te disais, voilà, le tantra va nous permettre d'aller équilibrer ces polarités, de se rencontrer, de rencontrer dans un espace de cœur ce féminin, ce masculin qu'on porte en nous et de les équilibrer. Et donc, donc je suis heureuse de pouvoir annoncer que à partir du mois de janvier, je vais animer avec un partenaire donc des soirées tantra le vendredi, autour d'Aix-en-Provence. Voilà. Bien. Écoute, je retiens une inscription. Hein. D'accord, volontiers. Alors, on peut venir seul, on peut venir à deux, parce que de toute façon, comme dans un travail de couple, c'est d'abord un travail individuel, d'abord un travail personnel. Ouais. Mais on peut même venir quand tout va bien. On peut venir quand tout va bien pour pouvoir ancrer le tout va bien, tu vois. D'accord. Okay. Voilà. Et puis pour pouvoir se donner, tu vois, des pistes, dire tiens, ça c'est sympa, je pourrais l'amener à la maison, faire ces propositions-là. Je veux dire, se renouveler, c'est tellement important. C'est vrai. De ne pas vivre le quotidien comme du quotidien, quoi. D'incrémenter son quotidien avec des choses nouvelles et se nourrir d'autres choses. Surprendre. Voilà. Ça donne envie, hein. Il va falloir qu'on te suive de près, toi. Il y avait une chose dont je voulais parler, c'était la conférence que tu vas faire à la Fontaine de l'Aube. Qui est donc une conférence que j'anime. Donc j'espère qu'il y aura plein d'hommes qui viendront avec leurs compagnes ou qui viendront seuls, ou que des femmes diront allez vas-y mon chéri, va écouter ce qui se passe, parce qu'on va parler justement du féminin, du masculin, des pleins et des déliés.
Voilà. Et donc, si l'audience est suffisamment riche dans sa parité, eh bien, on va pouvoir faire voilà, quelques expériences. Ou même de toute façon, j'aime bien quand mes conférences sont animées de quelques exercices voilà, de ressenti. Donc, la Fontaine de l'Aube à Cadenet, à 19h45, mardi 12 décembre. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce stage et de carrément faire un face-à-face avec Anaïs, c'est l'occasion ou jamais de la rencontrer et de savourer déjà cette belle rencontre que vous allez faire et en plus d'avoir un peu plus d'informations peut-être plus pratiques ou plus voilà, plus de détails ou savoir si vraiment vous avez déjà le feeling avec toi parce que c'est vrai que c'est important d'avoir le feeling avec le thérapeute. Absolument. Quand tu vas voir un thérapeute qui vienne, voilà, qui soit psychothérapeute, qui vienne pour amorcer un travail personnel, ou quand tu vas voir un acupuncteur ou même un médecin généraliste, il faut avoir le feeling. Ouais. Il faut avoir même une boulangère. Ma boulangère. Hein. Il faut avoir le cran. Ça ne convient pas, mais quand tu fais un travail personnel, c'est important que tu te sentes, que c'est juste d'être voilà, avec cette personne. Parce que tu viens travailler quand même quelque chose qui est profond, qui est en toi. C'est ton développement de soi. Et il ne faut pas faut pas négliger ça. Donc moi, je suis très ouverte au fait que les gens ne soient pas toujours en accord avec qui je suis. Mais c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, tout le monde ne me plaît pas non plus. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais des lectures à conseiller aux personnes qui visionnent cette vidéo, justement pour déjà faire un petit travail de communication par le biais de la lecture? Des fois, moi, je trouve que c'est intéressant quand tu lis des choses. Des fois, ça te parle et du coup, ça presque c'est la solution. Et du coup, ça te permet d'apporter quelque chose chez l'autre. Absolument. Alors, déjà, avant de faire des lectures, il y a ma chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne. Il y a des stages, enfin, il y a n'importe quoi, pas des stages, il y a des vidéos avec des exercices déjà dedans qui sont offerts pour les couples. Donc, par les vidéos, on peut s'inspirer aussi de certaines choses. On peut regarder les vidéos à deux, pourquoi pas. Et puis, dans les lectures, moi, je conseillerais forcément Jacques Salomé, qui a su parler du couple d'une façon tout à fait merveilleuse. Voilà, donc il y a des lectures de Jacques Salomé. N'hésitez pas, allez-y. Salomé sait dire les choses avec tellement de poésie et de justesse. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce monsieur et j'ai été vraiment ravie il y a plus de 20 ans d'avoir choisi sa formation, quoi, parce que je sais que ça m'a tellement nourri et ça a nourri tellement mon travail personnel. Il y a toujours un livre qui est là pour toi. Absolument. Il suffit de se connecter à son cœur, de dire oh là là, qu'est-ce que j'aurais bien besoin en ce moment moi. Ouais. Et puis tu choisis. C'est fou, hein. Et ça, je trouve que c'est extra. Sur mon site, on peut trouver aussi des articles sur le couple. Voilà, sur ma vision du couple, voilà, des propositions. Voilà. Et puis autrement, j'accueille en psychothérapie, en individuel ou en couple, des gens par Skype, tu vois, des gens qui sont loin et qui veulent faire démarrer ou se rencontrer, enfin en tout cas un travail thérapeutique par Skype. Voilà, ça c'est. D'accord, ok, ça c'est cool à savoir. Sachez une chose, c'est que ce stage sera au mois de février. Donc février, c'est on va pas rentrer dans le commercial, mais en tout cas, ce sera la Saint-Valentin. Donc ça peut être aussi une bonne idée de cadeau. On est à Noël bientôt, donc ça aussi, ça peut être vraiment. Je crois que c'est des cadeaux après qui peuvent tellement vous apporter du bonheur que. C'est sûr. Quand les gens vont sur mon site, à la page des témoignages, ils peuvent lire ce que les couples disent en sortant de là. Et voilà, si ça peut vous inspirer et donner envie à votre couple de vous offrir ça pour une preuve d'amour, voilà, de renouveler des liens, de renouer les liens pour la Saint-Valentin et faire en sorte que la Saint-Valentin, ce soit quelque part tous les jours ou en tout cas toutes les semaines et pas juste le 14 février. Ouais. C'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir.
Mm. avec toi. En tout cas, j'essayerai de venir à ta conférence à la Fontaine de l'Aube parce que ça m'intéresse. Et plus on en sait, mieux c'est. Donc voilà, et du coup, ça soulève des fois des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et le fait d'être en énergie dans une conférence, je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de faire des mises à jour. Hein. Souvent, c'est ce que je dis à mes coachés, faites des mises à jour de manière à faire de l'espace et de créer de l'espace pour pouvoir le remplir avec des bonnes choses, des solutions, de pas être enfermé dans le problème, mais en tout cas de se trouver des solutions et les solutions s'offrent à vous. Quoi. Ouais. Et c'est bien, c'est pas quel maître a dit, à partir du moment où il y a des solutions, il n'y a plus de problème. Ouais. C'est vrai. Mais il faut s'ouvrir aux solutions. Et voilà, les solutions, il faut aller les chercher, il faut les provoquer. Et rester dans l'inertie de je suis pas contente, je suis pas content, ça marche pas, c'est déjà être perdant. Voilà. Donc de se réveiller. Être en termes de responsabilité, c'est que on a beaucoup de responsabilités vis-à-vis justement du couple et de se dire c'est un engagement, c'est quelque chose qu'on a envie que ça marche. Donc vraiment se dire bon, ok, là, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne avec ses tripes quoi, avec son cœur comme tu le dis. Et je trouve que quand on fait appel au cœur, de toute façon, on a toujours les bonnes réponses. Hein. On a souvent les bonnes réponses, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, c'est vrai que cette dimension du cœur, elle nous guide bien. Mais voilà, il y a la dimension du cœur associée effectivement à une envie voilà, de se dépasser, de sortir du cadre. Et ça fait de très belles choses. Ouais. Moi, ça m'a fait grand plaisir de t'interviewer. Je ne sais pas si je suis une bonne intervieweuse, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi. Et écoute, on se tient au courant. On viendra te voir à ta conférence à la Fontaine. Et moi, je suis ravie parce que je sais que tu as interviewé beaucoup de personnes avec beaucoup de joie. Moi, j'ai rencontré des personnes grâce à toi. Et j'espère que je vais te favoriser justement des belles rencontres à toi aussi, parce que tu mérites aussi d'être interviewée. Voilà, je t'embrasse très 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 fort et passe une bonne nuit. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Merci à vous tous et puis je vous dis à très vite sur une nouvelle interview. Voilà, gros bisous. Bye. Bye bye.